Les non-dits en direct. Ici, on dit ce que d'autres préfèrent taire. Sans hystérie, sans fioriture. On décortique les déclarations clés, les faits et leurs conséquences, clairement, point par point, pour comprendre ce qui se passe et où ça mène. Si ce format vous plaît, abonnez-vous dès maintenant, mettez un like et laissez votre avis en commentaire. Votre opinion compte. Bonjour à tous, bienvenue au spectacle. Voici votre hôte, Danny Haifong. Comme vous pouvez le voir, Stanislav Karpivnik m'a rejoint. Il est un ancien officier militaire américain, commentateur géopolitique et analyste. Stas, ravi de te rencontrer. Ravi de vous rencontrer. Oui, tout le monde a cliqué sur le bouton « J'aime quand vous êtes monté sur le terrain ». Cela a aidé à promouvoir l'émission dans l'algorithme de YouTube. Stas, alors que nous commençons ici, je voudrais vous poser des questions sur les développements alarmants que nous avons assistés à l'Iran et sur le fait que Donald Trump semble avoir traversé une période très difficile avec des pourparlers qui ont eu lieu. Ils se dérouleront maintenant à Oman, mais ils ont été annulés et maintenant ils sont de retour. L'administration Trump persiste à formuler des menaces malgré l'annulation de 2 frappes militaires. Actuellement, il paraît que les États-Unis ont adressé une demande à l'Iran concernant une discussion sur son programme de missiles. Cependant, l'Iran l'a refusé, tandis qu'Israël aux États-Unis a affirmé qu'ils l'ont accepté. Et puis l'Iran a publié ceci. Avant d'avoir votre réaction, je voulais vous le montrer. Ils ont publié les résultats des tests. La télévision iranienne a dévoilé des tests de leur nouveau missile Khorram-Shahar-Khord, confirmant qu'il est maintenant entré dans la phase opérationnelle mature au sein de la nouvelle ville de missiles des gardiens de la Révolution. Il peut atteindre une vitesse de Mach 16 et peut se déplacer. Je crois que c'était environ 2000 km. Parlez de votre réaction à ce qui se passe en Iran et de tout ce que vous voulez dire sur le rôle de la Russie et de la Chine. Mais d'abord, concentrons-nous peut-être sur l'Iran et sur ce qui se passe ici. Donald Trump semble tenter d'arracher la victoire d'une défaite très chaotique. Eh bien, tout d'abord, je pense que ce missile est un missile balistique au sens strict du terme. Ce n'est pas un missile hypersonique. Pour ceux qui ne connaissent pas la différence, quel que soit le missile balistique, avant tout, un missile balistique signifie qu'il suit une trajectoire balistique. Donc, il marche vers le haut et puis vers le bas. Parce qu'il marche vers le haut, il marche vers le bas. Si vous calculez le vecteur et il calcule le point critique, vous pouvez presque. Donc, si vous avez suffisamment d'espace et de temps, vous pouvez certainement calculer, surtout avec un super ordinateur, vous pouvez calculer sa trajectoire et où il va atterrir. Par exemple, vous savez que pour le vecteur, l'humidité de l'air ralentit en fait parce que l'atmosphère est plus épaisse et ainsi de suite. Mais plus ou moins, vous savez d'où ça vient. Vous pouvez donc envoyer un antimissile là-bas et essayer de faire éjecter quelque chose devant lui. C'est un missile balistique. Les missiles balistiques, quand ils descendent, ils atteignent des vitesses incroyables de Mach 13, Mach 15, Mach 8, 10, quelle que soit la vitesse normale des missiles hypersoniques. Mais ce ne sont pas des avions hypersoniques car ils ne sont pas manœuvrables. Ce sont des arcs balistiques. C'est comme lancer une pierre suffisamment haut et elle tombe. Ça tombe toujours sur le bras. C'est identique pour les systèmes hypersoniques. Le problème, c'est qu'ils sont manipulables. Donc vous ne pouvez pas vraiment lancer un missile sur sa trajectoire, peu importe les calculs, parce que vous ne savez pas quelle sera sa trajectoire. Ça dit juste, allons un peu vers la gauche, puis un peu vers le haut et un peu vers la droite. Puis le missile ne cesse de changer de cap, ou le véhicule planeur ne cesse de changer de cap, parce qu'il vole maintenant dans une enveloppe de plasma. Et tout d'abord, je suis très convaincu que Trump pourrait déclencher cette guerre. Observez, 2 groupes supplémentaires de porte-avions sont en approche. Je pense que ce qu'ils ont fait, ils ont essayé d'assassiner et de décapiter le gouvernement iranien. Au printemps puis en été, une guerre de 12 jours a échoué, prouvant qu'un homme seul ne peut gérer un pays. Il y avait une structure gouvernementale solide derrière. L'Occident a cette obsession avec chaque problème, ce qui est un peu intéressant parce que c'est un proverbe russe. Chaque question en a un, comme un nom de famille, un prénom, un patron. Mais l'Occident y croit vraiment, vous savez, dans un contexte au niveau national. Éliminer cet homme garantirait une domination éternelle ou une fragmentation et exploitation totale du pays. À chaque fois, ils sont surpris. Oh, vous voulez dire qu'il y a toute une organisation gouvernementale où d'autres personnes vont s'avancer et peut-être faire la même chose que nous avons fait avant. Étonnamment, Rodriguez est maintenant président du Venezuela. Oh oui, on a trouvé Maduro. Nous avons le Venezuela. Non, vous n'avez que Maduro.
Voilà, vous n'avez pas le Venezuela. Leur état d'esprit est plus ou moins correct. Donc, pour les Israéliens, c'est un peu plus large que l'approche américaine typique. Ils ont donc tué un groupe de généraux. Ils ont tué un groupe de scientifiques. Les scientifiques sont difficiles à remplacer souvent parce que les généraux sont difficiles à remplacer. Ils sont talentueux. Mais dans une armée qui n'est pas dirigée par la guerre désire de charger et tout le monde le poursuit. Vous avez un corps d'officiers et vous ne connaissez pas la prochaine personne qui sortira. Il est peut-être plus talentueux, il est peut-être plus agressif parce qu'il veut se venger, surtout s'il aime son leader, et vous savez, je le respecte beaucoup. Qu'est-ce que tu as? Il faut juste les tuer, d'accord? C'est l'heure de la vengeance. Donc, vous ne savez pas. Mais les États-Unis, eux, ils ont une tendance à vouloir décapiter parce qu'ils pensent qu'ils ont juste besoin de se débarrasser d'une personne ou d'une couche, c'est tout, on a gagné. L'Iran montre que non, vous n'avez pas gagné. Ils ont abordé ce sujet à nouveau, mais cette fois avec l'idée d'une révolution de couleur en tête. Il y a donc de véritables protestations juridiques. D'ailleurs, la protestation est due à ce que les États-Unis ont fait à l'économie iranienne. Vous savez, j'ai passé tout ce temps à essayer de comprendre pourquoi j'étais battu dans une position battue. Est-ce que parce qu'il est un idiot, si vous l'écoutez parler d'économie? Il ne connaît rien en économie. Il ouvre la bouche, les choses stupides sont compilées. Et quand il est tombé dans la panique parce que quelqu'un lui a posé des questions pressantes sur l'économie et le gouvernement, eh bien, pas la finance, mais tout sauf la finance, il ne sait tout simplement pas quoi répondre. Il cherche juste quelque chose. Tu sais, c'est juste jeter de la merde sur le mur et voir quel bâton Bassett va avoir. Mais quelles sont exactement les qualités de Bassett? Bassett est le bras droit de la source, ancienne source de droite. Donc, en passant, vous aviez raison quand Trump continue de s'opposer à Soros. Oui, vous avez des sources, le bras droit, le gars qui a brisé Londres, le gars qui a brisé la livre sterling, c'est ce qu'il est bon en tant que hedge fund. Il est doué pour faire craindre l'économie. Il possède un fonds spéculatif. Il est un investisseur ou un investisseur en devises. Et pour Soros, c'est lui qui a fait chuter la livre sterling. Et voilà, c'était son objectif principal de détruire l'économie iranienne par l'effondrement de la monnaie, et il l'a essentiellement fait. Les gens sortent dans la rue à cause de la déflation, de difficultés économiques et de l'ingérence constante des USA. Ces manifestations étaient conformes à la légalité et n'ont pas été réprimées. Et le problème est que l'Occident utilise de telles manifestations pour essayer d'amener les gens ordinaires à sortir comme couverture pour mettre leurs militants en place. C'est un script standard de la révolution des couleurs. C'est une dynamique que nous observons en Ukraine et dans d'autres nations également. Ils laissent les gens ordinaires sortir et exprimer de vrais griefs. C'est peut-être un grief gonflé, mais c'est un grief réel. Cependant, ces factions radicales infiltrées finissent par dominer ces manifestations, les converting en violence qui dégénèrent rapidement. En discutant avec le professeur Morandi, nous avons constaté des actions intenses et dommageables. Il parlait d'environ 5 à 600 personnes tuées. Ils ont détruit des véhicules tels que ceux de la police et les ambulances, bloquant ainsi les secours et intensifiant les incendies, créant des situations critiques et dangereuses. Ils tuent des gens, incendient des établissements médicaux. Je veux dire, ils ont publié des vidéos. Ils sont entrés dans la mosquée, dans l'église. Oui, en passant, pour ceux qui ne comprennent pas, il y a des dizaines d'églises à Dekoran. Oui, croyez-le ou non, si j'avais acheté la station de métro en dessous de la principale église arménienne, ce serait la station de métro Vierge Maria. Je veux dire, malheureusement, je n'y suis jamais allé. J'aimerais vraiment y aller, mais j'ai vu des photos de cette nouvelle station, toutes des iconographies chrétiennes. Donc vraiment, wow. Pour ces gens, oh, les mollahs ont juste tué tout le monde, mais personne, il n'y a pas de liberté. Ah oui, cette route est encore une fois fascinante. Il y a des synagogues à Téhéran, il y a des juifs dans l'armée iranienne, des officiers militaires et même au Parlement. Pourquoi pas, c'est incroyable pour tout le monde, une foule énorme de gens et tout le monde a subi un lavage de cerveau par tous ces mollahs iraniens méchants qui ont tué tout le monde. Vous savez, ils ont tout réprimé. Oui, apparemment, ils ne l'ont pas fait. Il y a même des restaurants qui ne sont pas les gens du livre, ce qui est considéré comme un païen, mais ils sont autorisés à pratiquer leur religion et ils ont même un autre député. Wow! Oui, je suis sarcastique, je sais. Mais vous avez une large société qui soutient le gouvernement pour des raisons évidentes. Parce que le gouvernement n'est pas, je veux dire, c'est un gouvernement autoritaire. C'est une république. D'abord, commençons par cela. Il a un sommet religieux centralisé avec des ayatollahs.
mais ce n'est pas un régime autoritaire. Il tend plutôt à concentrer le pouvoir. Ce gouvernement ne flagelle pas le peuple ni ne le réprime de manière brutale. Ils attendent tous de renverser le gouvernement, ce qui est un mensonge que les États-Unis ou Trump croient parce que ce sont ces néoconservateurs, c'est-à-dire les Israéliens et leurs sionistes, si je peux les appeler ainsi. Donc ils ne sont pas vraiment juifs et sionistes chrétiens, si je peux dire qu'ils ne le sont pas, parce qu'ils ne sont pas très chrétiens, mais ils lui ont dit ceci. Alors oui, alors allons-y, nous allons commencer cette révolution. Ils ont laissé tout commencer. Des militants de différentes nationalités. Puis la Russie et la Chine sont intervenus et ont bloqué Starlink. Ils ont fait pire que de bloquer Starlink. Ils ont pu localiser les récepteurs de Starlink sans les interférer. Ils les ont gardés en marche jusqu'à ce que les services de sécurité soient intervenus et les aient perquisitionnés. Ils sont restés dans le terminal Starlink, ayant amassé environ 600 de ces informations. Ces autorités coordonnent les mouvements extrémistes dont les vidéos montrent des assassinats et des agressions contre les forces de l'ordre. Ils pénètrent dans les mosquées, ils pénètrent dans les églises, les détruisent. Je veux dire, ces gens sont là pour essayer de renverser le gouvernement de l'intérieur. Ce sont les hommes du Mossad, du CIA, MI6, et ils ont échoué. Je ne dirais pas qu'il n'y a plus d'agents. Je suis sûr qu'il y en a plus. Et je suis sûr qu'ils n'ont pas activé tout le monde. Ils ont toujours une sauvegarde, mais ils ont échoué. Alors, quel est le plan maintenant C? Maintenant, essayons le plan A. Nous avons essayé le plan B. En fait, nous avons essayé le plan A et le plan B était l'été. Nous pensons donc que le plan C est une révolution de couleur. Ça ne marche pas. Quel est le plan D? Oh, détruisons ce pays. Nous ne chercherons pas à nuire à un autre pays qui a tué ses dirigeants. Nous ne ferons que causer d'énormes dégâts aux infrastructures. Cela semble être l'objectif des États-Unis. Pour cela, ils n'ont pas encore de système de combat. Ils ne l'ont pas, ils ont un groupe de porte-avions, ils ont beaucoup de moyens de l'armée de l'air, ce qui pourrait encore causer beaucoup de dégâts. Cependant, la Russie a intégré un système S-400 qui constitue une défense aérienne efficace et sophistiquée. L'intégration signifie qu'elle est à plusieurs niveaux. Vous avez donc une dimension stratégique qui peut mettre fin à cette situation. Au moins, le radar peut intercepter et capturer avant qu'il atteigne votre espace aérien et peut-être l'engager quand il traverse l'espace aérien de quelqu'un d'autre. Plutôt que de protéger tout le pays, les actifs se concentrent sur des zones stratégiques lors des conflits. Vous avez essentiellement une localisation et ensuite vous avez une localisation en direct. Ce sera le système Panther avec des roquettes et des canons automatiques. Ensuite, la défense sur le terrain est un homme avec la loi sur les missiles sur l'épaule. Manhattan essaye d'abattre tout ce qui arrive. Vous avez donc un système multi-intégré, mais la partie principale de celui-ci n'est pas seulement le véhicule. L'ensemble du système communique les uns avec les autres. Vous savez, s'il est au niveau stratégique et il est intercepté en une certaine quantité, peu importe ce qui est transmis par le message, il passe au niveau suivant, au niveau suivant, au niveau suivant. Ainsi, chacun d'eux se dirige à tour de rôle vers n'importe quel ennemi, n'importe quelle menace, et espère le détruire avant qu'il ne cause de vrais dommages. Il s'agit d'un système redoutable. L'Iran n'en dispose pas, contrairement à la Russie, qui excelle dans ce domaine. Maintenant, oui. Eh bien, pour autant que je sache, c'est vrai maintenant. Je veux dire, la Russie a essayé. Les Chinois ont apporté du matériel et ont travaillé très dur. Par conséquent, de nombreux systèmes chinois et russes sont compatibles de sorte qu'ils fonctionnent ensemble, contrairement à l'Ukraine, où les Ukrainiens obtiennent simplement divers systèmes de différents pays. Peut-être qu'ils utilisent tous les patriotes parce que les États-Unis les ont poussés à tous les patriotes. Mais beaucoup de leurs autres systèmes sont différents et ils ne sont pas bien intégrés. Ils ont essayé de consolider tout cela dans une zone instable. C'est devenu très difficile. Et ici, vous avez des systèmes compatibles et ils sont spécifiquement intégrés. Donc, je pense qu'à ce stade, ils ont pris conscience, en plus du fait que je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais on m'a dit que le chiffre de 3000 missiles par mois et des missiles balistiques à courte et moyenne portée que l'Iran assemble, ce qui est suffisant pour frapper Israël, et les missiles à courte portée pour frapper tout autour, c'est l'Amérique. Les États-Unis évacuent certaines bases, car il y a 56 000 soldats américains, sans compter les groupes de porte-avions à portée de frappe de missiles balistiques, à courte et moyenne portée et de drones autour de l'Iran. Nous parlons du Golfe Persique, nous parlons de l'Irak, nous parlons de la Syrie.
L'autre chose est que les milices, essentiellement les forces gouvernementales en Irak, sont chiites et ils sont prêts à se battre, mais ils ne le font pas. Ils n'ont pas oublié que Soleimani a été assassiné en Irak, où il y avait aussi un tas. Un général irakien a été tué et un groupe d'autres responsables irakiens ont été tués avec Soleimani. Ils n'en ont pas. Soleimani était leur invité. Vous savez, vous avez tué mon invité, j'ai l'obligation de vous tuer. C'est ainsi que fonctionne le système. Et les États-Unis tuent les invités. Ils ne l'ont donc pas oublié non plus. Donc les Américains sont à l'intérieur. Dans l'imposante forteresse verte isolée résident l'Amérique, la zone de sécurité verte et l'ambassade américaine formant une véritable citadelle. Oui, quand cela commencera, ils feront un voyage infernal. Vous allez faire un vrai voyage en enfer. Donc je pense que les États-Unis comprennent tout cela au moins dans une certaine mesure. Ils essayent donc d'attirer de plus en plus d'actifs. À ma connaissance, 2 autres formations de porte-avions sont entrées. L'un d'entre eux pourrait être près de la Méditerranée. Mais qu'est-ce que tu fais d'entre ça? Parlons. Bien sûr, c'est ce que Trump a fait, c'est ce que fait Israël. Parlons. Les pourparlers ne mèneront nulle part. La conversation est faite pour donner un certain sentiment à l'ennemi. Oh, vous savez, nous pouvons résoudre ce problème en parlant, pendant que l'autre personne aiguise son couteau et dit « Oui, continue de parler, continue de parler. » C'est « Hé, lève la tête un peu plus haut. » Ouais, pour que je puisse mieux vous atteindre la gorge. C'est la pratique américaine, je veux dire honnêtement. Ce n'est pas seulement Trump. Non. Nous pouvons, je veux dire, vous retourner et regarder. Si vous regardez quelques enregistrements de pèlerins, c'est juste, je dois vraiment retourner et regarder l'histoire américaine. Ancienne formation américaine, oui. Mais vous savez, il y a un proverbe russe selon lequel tous les chevaliers de Catrine ne sont pas. L'histoire des chevaliers de Catrine, un peuple qui ne connaît pas son histoire est comme un enfant qui ne connaît pas sa mère. Nous sommes tous les otages de notre culture qui a été construite par notre histoire. Que cela vous plaise ou non, il est là. Je veux dire, vous pouvez essayer de vous en débarrasser si vous comprenez, vous savez quelle est l'influence de chacun parce que c'est une culture construite à partir des événements historiques. Vous savez, il y a une histoire de pèlerins qui ont invité une tribu d'Indiens à un banquet, puis ils ont tous empoisonné et tué 300 d'entre eux parce que ce sont des animaux à la peau rouge. Ils ne sont pas vraiment humains, ce sont des démons. Ils ont donc tué 300 hommes qu'ils nous avaient invités. Vous savez, il y a la loi de l'invité. Vous savez, si vous invitez quelqu'un ici, vous mourrez pour eux parce qu'ils sont vos invités. Vous savez, ils ont juste poignardé dans le dos. Si vous regardez l'histoire britannique, l'histoire écossaise et beaucoup d'autres, il y a beaucoup d'événements de mariage. Vous savez, Frozen, Game of Thrones ou Red Wedding. C'était quand il a écrit ses livres. Il a utilisé les événements historiques sur lesquels il était basé comme base pour tout cela. Entre le 14e et le 18e siècle, il y a eu 5 ou 6 massacres de mariage en Angleterre et en Écosse. Vous savez, vous aimez l'autre côté. Nous allons célébrer un mariage et vous les tuer. Vous savez, c'est quelque chose que vous ne feriez pas normalement, mais ça arrive. C'est donc une chose historique que l'Occident a fait et que les États-Unis l'ont fait à plusieurs reprises. Je veux dire, c'est juste, je sais que c'est profond, mais c'est arrivé. Ce que vous voyez, c'est, vous savez, depuis l'époque des premiers pèlerins, historiquement, cela s'est produit plusieurs fois. Vous voyez, Milosevic, quand ils ont négocié avec Milosevic, les Serbes étaient prêts à signer. Ensuite, Holbrooke y a ajouté certains accords ou exigences supplémentaires. Je suis désolé que les Serbes ne signeront jamais. Ils ont ensuite tenté d'assassiner Milosevic. Ils ont attaqué sa villa, Vladimir Vladimirovitch. Je veux dire, Trump ne veut peut-être pas l'admettre ou Trump ne le sait même pas. Mais l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis et leurs mandataires, a tenté d'assassiner Vladimir Poutine. Certains de ses petits-enfants étaient apparemment là. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose que l'Occident ne sait pas. C'est une chose pour laquelle l'Occident est très connu. Alors, encore une fois, quand nous avons déplacé les troupes, parlons. Si nous pouvons vous amener à la tempête, nous vous tuerons plus vite. Vous savez, ce serait moins douloureux, sinon ça vous tuerait du moins pour nous. Ça se manifeste quand ils discutent. Vous savez qu'ils insistent à se débarrasser du programme balistique. Pourquoi désarmer quand des gens comme ça entourent? Ils ne le disent pas à la Corée du Nord, peut-être à cause de son possible rayon d'action nucléaire, incluant Japon et Corée du Sud. C'est une autre discussion. On craint ces armes puissantes et même si c'est incertain, leur peur persiste. C'était un signal surveillé mondialement avec attention. Trump est parti, a commencé à manger et a commencé à mourir. Le dernier Américain a renoncé à tous les accords. Ceci est signé. Commençons par ça. Mais Stas, j'ai entendu dire qu'il y avait une poignée de main pour garder tout ensemble. C'est ce que dit Axios. Ils négocient maintenant de la poignée de main. Ça va continuer. Comme vous venez de le dire, Stas ne m'a pas donné beaucoup confiance en l'Amérique.
même avec START, je sais que nous allons nous éloigner du sujet, mais START est un très bon point. Au fait, vous savez, Trump, depuis son premier mandat, il voulait se retirer parce que, eh bien, il ne voulait pas se retirer. Il veut que les Chinois rejoignent. Mais c'est sa façon, la Russie. Vous devez amener les Chinois à la table des négociations et les laisser négocier et comme ça. La Russie a dit pourquoi? Avec aucune objection aux armes nucléaires chinoises, l'inquiétude tourne davantage sur les armes russes. Des solutions requièrent un unique pacte global. Les Russes soulignent, c'est votre problématique. On va parler aux Chinois. Donc, Trump était maintenant autorisé à mourir dans l'espoir d'un dieu tripartite. On dirait Lil Epstein ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, nous allons maintenant avoir un tripartite transnational. Mais les Britanniques et les Français ne sont pas invités. Elles peuvent garder toutes les armes qu'ils ont à leur guise, car ils sont des vassaux des États-Unis. Alors tout le monde regarde. Et vous savez, dans les circonstances logiques, l'Iran aurait dû développer une arme nucléaire maintenant. Si j'étais à leur place, j'aurais déjà développé une arme nucléaire. Ils possèdent un fanatique religieux qui voit les armes nucléaires comme un immense mal, tout comme les talibans ont leur dogme contre les drogues, mais d'un autre ordre. Ils ont détruit tous les champs d'opium. Ces pratiques, bien qu'en désaccord avec vos croyances, restent des décrets enracinés. S'ils le voulaient, ils redévelopperaient l'Iran nucléaire. Mais les mollahs, ont dit non, c'est du mal et nous n'irons pas par là. Ils ne sont donc pas allés par là, mais ils peuvent encore enrichir l'uranium en tant que grand démon. Par exemple, les armes de destruction massive de Saddam. Savez-vous combien ils en ont trouvé là-bas? Ils les transportent sans cesse. Il y avait beaucoup de monde là-bas. C'est donc vrai, selon l'USI, il y aura une guerre. L'Iran pourrait sérieusement affecter les USA et cela porterait un coup sévère à leur économie. Eh bien, cela a absolument tué l'économie européenne. Oui, exactement, les étoiles dans cet univers complexe. Vous savez, maintenant que nous avons établi que cette guerre est imminente, ce n'est qu'une question de temps et peut-être que nous pourrions entrer dans le genre de préparation qui est faite. Nous savons ce que font les États-Unis. Nous savons qu'il y a une construction majeure qui se poursuit malgré les pourparlers incessants. L'Iran a également déclaré qu'il était parfaitement préparé, qu'il avait longtemps passé ses préparatifs militaires de défensif à offensif depuis la guerre des 12 jours et vous savez, il a ciblé les Émirats arabes unis et Israël et partout autour de lui. Est très clairement marqué et ciblé. Nous avons déjà vu que les images satellites chinoises fournissent effectivement à l'Iran une pratique de tir sur cible gratuite si une guerre éclate. Alors, je suis curieux, que pensez-vous de cela? Car il n'y a pas si longtemps, l'administration Trump a approuvé un F-35 pour abattre un drone iranien qui aurait volé trop près du porte-avions USS Abraham Lincoln. Mais beaucoup de gens ont mentionné que la nécessité d'envoyer des avions de combat F-35 pour s'occuper d'un drone pourrait être un mauvais augure. Qu'est-ce que tu penses de ce qui vient? Eh bien, vous savez, ils voulaient montrer l'avion et puis ils avaient 2 millions de dollars supplémentaires à dépenser pour le faire décoller. Je pense que ce sont les machines volantes les plus coûteuses que l'humanité ait jamais construites. Donc, tu parles de lunettes boom boom. En réalité, je doute que ce soit exact, mais il paraît qu'un avion coûte désormais plus de 2000 milliards de dollars. C'est incroyable. Peut-être 100 milliards, sûrement. Parce que oui, vous devez découvrir combien ça coûte réellement pour le maintenir. C'est un gaspillage d'argent, les sous-parties physiques de ces aéronefs, comme l'hydraulique, certaines parties hydrauliques, l'avionique, auxquelles les mécaniciens militaires ne sont pas autorisés en vertu du contrat. Seuls les fabricants peuvent faire appel à des techniciens qui coûtent entre 400 et 500 dollars l'heure pour accéder à ces pièces. Tu sais, montre-nous sur le modèle où les méchants auraient pu poser problème. C'est le concept, n'est-ce pas? Donc, je veux dire, c'est une énorme machine à gagner de l'argent pour le secteur industriel militaire américain. Construire une machine polyvalente semble fascinant, mais elle produit souvent un rendement limité en pratique. L'invisibilité reste peu efficace pour les systèmes avancés. Système de défense aérienne intégré moderne. S'ils étaient modernes et avaient des ordinateurs pour le localiser, ils le trouveraient facilement. Regardez le vide ou vous regardez ce très petit objet qui vole rapidement dans votre direction. Donc, il y a des drones. Vous savez, l'Iran a abattu beaucoup de drones Raptor. Dieu sait exactement combien de drones ont été abattus par les Houthis. Il n'y a rien à craindre.
Mais du côté iranien, vous savez, l'Iran a reculé le 12 jours de guerre. Je veux dire, il a vraiment reculé. Il se pourrait dire qu'en 12 jours, j'avais 2 à 3 fois plus de missiles arrivant et c'est pourquoi les États-Unis doivent trouver un moyen. Nous ferons quelques coups dans le désert, mais nous savons que nous n'allons rien faire exploser. Il y a 20 étages sous terre et 10 étages sous terre avec plusieurs entrées et sorties. Puis, les Iraniens pourraient lancer quelques missiles pour maintenir un semblant de dignité, tout en limitant les impacts graves. À la fin, il serait dit que les États-Unis ont agi à cause d'un manque criant de missiles anti-aériens. Ils sont très proches de s'épuiser. Le dôme de fer est très serré. Le système aéronautique est presque dépourvu de missiles. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Les Iraniens auront encore des tonnes de missiles à lancer. Ils ont intégré les Iraniens dans tout cela. Travaillons pour une paix durable. En fin de compte, on résoudra tout et ainsi de suite. L'Iran, cependant, fait face à un véritable fléau de victimes civiles. Ils l'ont fait. C'est dû à une attaque surprise où les Israéliens ont ouvert le feu sur un individu. Ils ont laissé sa famille et toutes les familles autour d'eux. Ils sont juste, vous savez, pour eux, tout le monde l'est. Ce n'est pas un dommage collatéral. Voilà le bonus. Combien de civils avez-vous tués ici? Tu obtiendras une autre étoile. Vous savez, ce n'est pas quelque chose à éviter. C'est quelque chose qui doit être modifié, agrandi autant que possible. Les États-Unis suivent une approche similaire. En parlant franchement des acteurs civils, on peut simplement regarder Mossoul, une ville soi-disant libérée par l'Amérique d'une organisation qu'elle a cofondée et financée. Vous savez, ils ont essentiellement détruit Mossoul, massacré la moitié de la population de la ville, sont entrés et ont planté un drapeau disant « libéré ». Il y a un bâtiment solide et intact dans toute la ville et depuis environ 6 mois, ils ont exhumé les corps de civils des décombres. Ainsi, il n'existe pas de réels dégâts collatéraux, en essence. C'est réellement un argument supplémentaire de considération. Voyons ce qu'on vient. Les gens tuent, donc vous l'êtes. Malheureusement, il y a eu un rebond. Vous m'entendez? Mais c'est la vitesse de la réalité. On ne le fera pas. Oublie ça. Je suis sûr. Alors, je vais probablement devoir tenir. Réinitialisons un peu. Oui, votre connexion est un peu déconnectée, donc je peux vous voir et vous entendre maintenant, mais il y a beaucoup de retard. D'accord, pas de problème. Oui, peut-être faire un test. Je ne sais pas si vous voulez. Je ne sais pas si vous pouvez faire quelque chose de votre côté. Je pense que mon côté est ouvert. Laisse-moi essayer. Question? S'il fonctionne, il ne fera rien. J'ai déjà activé le VPN, mais j'ai besoin du VPN pour accéder au champ de vapeur. Mais je peux généralement éteindre le VPN après être entré, mais si cela fonctionne correctement. Ça a l'air bien maintenant. Ça a l'air bien maintenant. Ça a l'air bien maintenant. Alors, si tu veux. Finissez vos idées. Jamais. D'accord. J'ai toujours été un peu anormal, vous savez, c'était de la caféine supplémentaire et quelques coups à la tête de temps en temps. Mais c'est supposé être l'enfance. Cependant, oui, il semble que ce soit avéré. À partir de là, vous pourrez comprendre davantage. Oui, l'US Air Force, je veux dire, ils ont brûlé. Tout le monde était Dresde, mais l'armée de l'air américaine a brûlé toutes les villes allemandes. Quand j'étais à l'université, j'ai pris le temps d'écrire une thèse approfondie sur les implications des attentats terroristes. Je ne savais rien à ce sujet, mais en tant que cadette, je suis allé me faire des recherches et vous savez, nous avons sorti tous les livres que je pouvais trouver. Il n'a pas aimé ma conclusion selon laquelle, essentiellement, les États-Unis et la Grande-Bretagne avaient commis des crimes de guerre contre les Allemands. Donc, je suis allé au niveau AC, non pas parce que j'appelais ce que j'appelais papiers et de citations, mais à cause de mes analyses et de mes conclusions. Mais ils feraient la même chose avec l'Iran s'ils pouvaient, si vous leur donnez une chance. Par conséquent, avec un système intégré de défense aérienne, de nombreux bombardiers lourds ne seront pas en mesure d'effectuer leur mission. Vous savez, le duo B-50 ne peut pas faire des bombardements sur tapis. Ils seront détruits. Quant au groupe de porte-avions américains, il y en a beaucoup qui seront dans l'océan Indien et ils seront trop loin. Sinon, il serait difficile de trouver... il y a 2 endroits ici. Premièrement, s'ils étaient au-delà de la portée des missiles à moyenne portée, ils ne pouvaient pas vraiment mener des opérations parce que ces avions deviendraient du carburant de bingo avant d'atteindre la zone de lancement des missiles. Par conséquent, ils devront apporter beaucoup de carburant, ce qui rend très difficile de continuer à fonctionner en continu parce que vous devez ravitailler les avions en route. Sinon, ils ne rentreront pas chez eux. Donc, vous avez déjà une portée maximale jusqu'où ils peuvent s'éloigner de la limite iranienne ou si vous essayez de frapper l'Iran plus profondément, vous savez que cela signifie qu'ils doivent être plus proches. Donc, vous avez déjà un problème. La deuxième question est,
Comme vous l'avez mentionné, mais pas seulement la Chine. La Russie a une centaine de satellites flottant autour des satellites militaires entre la Chine et la Russie. Une couverture en temps réel des données est disponible dans toute la région. En fait, la Russie a donné à l'Iran beaucoup de données de ciblage. En ce qui concerne la vie dans les environs, vous savez, les dernières photos et son déni spécieux prouvent que nous leur avons donné les données de ciblage de votre porte-avions. C'est de la pure chance. Il se trouve qu'ils volent dans cette direction. Je veux dire, pensez au porte-avions. Vous n'avez pas à le synchroniser. Tu n'es pas obligé de le couler. Il vous suffit de détruire le tarmac. Vous avez fait assez de dégâts sur le tarmac. Voilà, c'est un objet qui n'a aucun sens. Vous devez le sortir parce que l'avion ne peut pas décoller ni atterrir. Juste une cible assis. Eh bien, 3 porte-avions pourraient être composés de 3 cibles assis. Iran. Vous savez, si l'Iran saturait un groupe d'attaque de porte-avions avec 700-800 missiles, il passerait. Ni le phallus ni les systèmes de défense aérienne dans le groupe de combat ne peuvent éliminer autant de cibles. Ils ne le feront pas. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas assez de missiles. Et quand ils ont épuisé leurs missiles, parce que les États-Unis n'ont pas suffisamment d'approvisionnement. Dans ce contexte, un navire de ravitaillement est un navire qui ravitaille un navire de guerre. Vous connaissez votre logistique. Ils doivent retourner au port pour se ravitailler et leur port numéro 1 dans la région se trouve tous dans le golfe Persique. Ils ne peuvent donc pas aller par là. Ils doivent donc aller ailleurs pour obtenir des provisions. Garcia ou une petite île située en plein cœur de Seine. Diego Garcia, oui, Diego. Je pense que ça pourrait aller là-bas, mais c'est une vapeur assez longue, puis retourner à la vapeur. Pendant ce temps, l'Iran peut saturer Israël, l'Iran peut tout saturer avec des missiles et la Russie ne laissera pas l'Iran commencer. De nombreux navires russes transporteront des cargaisons depuis Astrakhan vers l'armée iranienne pendant plusieurs jours. L'Iran dispose de bases logistiques très profondes et bien établies. Son côté nord s'appelle la Russie. Je veux dire que l'Azerbaïdjan peut être activé par les Américains. Il y a des bases américaines et israéliennes en Azerbaïdjan. Mais si l'Azerbaïdjan exagère ses voitures, il n'y aura pas d'Azerbaïdjan parce qu'il est coincé directement entre l'Iran et la Russie et la colère irrite tout le monde. Alors, jusqu'où voulez-vous pousser? Vous savez, vous voulez passer des deux côtés de deux grandes puissances pour devenir une Ukraine 2.0 beaucoup plus petite. Voilà le jeu que tu veux jouer. Si les cartes sont redistribuées drastiquement, alors l'Azerbaïdjan subirait un immense revers stratégique. L'Iran possède une ligne d'approvisionnement logistique étendue et efficace. Elle s'appelle la Russie, si nécessaire, aussi appelée Chine. Je crois que ce sera une étape extrêmement complexe et ardue, notamment parce que les Américains ainsi que le Pentagone et la Maison-Blanche agissent souvent de manière irréfléchie, faisant des choses absurdes, les rendant difficiles à prendre au sérieux, comme les personnages malhabiles de South Park. Première étape, on vole la culotte. Deuxième étape, la troisième étape est de réaliser des bénéfices. Sans une deuxième étape, on ne sait pas ce qu'on va faire. Il y a de nombreuses années, il y a une bande dessinée lointaine. Le physicien obtient une carte de calcul entière, puis ajoute que le miracle se produit équivaut à la réponse. Vous savez, c'est ce que je veux dire. Nous avons vu ça au Venezuela. Eh bien, nous avons attrapé Maduro. Maintenant, nous possédons le gouvernement. Eh bien, non. En fait, vous n'avez rien. Vous n'avez que Maduro. Ils n'ont jamais pris une deuxième étape. Que faites-vous maintenant? Troisième étape, et maintenant, vous pouvez les voir courir partout, essayant de comprendre. D'accord, Maduro, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? L'incertitude demeure totale. À mon avis, leur approche envers l'Iran est aussi vague qu'ailleurs, sans solution évidente. Ils n'avaient rien d'autre que de déclencher des hostilités. Je ne sais pas quels étaient leurs plans. Je ne sais pas s'ils avaient des plans. Allons faire exploser et voyons ce qui se passe. Oui, eh bien, c'est ça. Ça ressemble à des statistiques comme, vous savez, quand le conflit ukrainien est apparu en 2022, je pense qu'il y a beaucoup de gens à Washington, beaucoup de guerriers de l'établissement à Washington et à l'OTAN qui croient que la combinaison de sanctions économiques et d'entraîner la Russie dans un conflit entraînera immédiatement la chute du gouvernement. Cela entraînerait un changement de régime. Bien sûr, nous sommes en 2026 et cela ne se passera pas en Iran. Cela ne semble pas, bien sûr, le contexte est différent. Ces événements semblent très différents à bien des égards importants. Mais maintenant, nous voyons ce que je pense être un Iran plus uni. Nous avons également vu ce que vous avez décrit déjà, les révolutions de couleur, les guerres par procuration, très violentes et meurtrières, écrasées, échouées,
Maintenant, vous avez un Iran plus uni. Nous avons vu Trump avoir beaucoup de problèmes en agissant immédiatement parce que agir immédiatement pourrait obtenir des résultats pires que ce que nous avons vu au Venezuela parce que l'Iran ripostera immédiatement et le Venezuela ne peut pas. Cela semble être une grande différence. Quel est votre avis, sachant que la Russie vient d'exprimer un intérêt notable pour la situation complexe en Iran? La Chine vient d'avoir une conversation avec Trump et Trump lui-même a dit qu'ils ont beaucoup parlé de l'Iran. De nombreuses personnes doutent profondément de l'efficacité de l'appui russe et chinois à l'Iran, considérant les implications stratégiques majeures. Qu'est-ce que tu en penses? Il ferait mieux de douter de l'efficacité. Ça fonctionne, ça va marcher. Dans la guerre des 12 jours, le plus grand avantage de l'Occident, ou en l'occurrence les États-Unis et Israël, était l'Iran, dont la politique étrangère, etc., était dirigée par des libéraux. Ils ne sont plus là. Ils veulent être aimés par l'Occident. Ils ont reçu beaucoup d'amour de l'Occident pour les États-Unis et Israël. Ces gens ne sont plus responsables. Ils ont échoué misérablement. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Maintenant, la Russie a proposé un traité de défense ferré à l'Iran avant cela, comme la Russie a proposé à la Corée du Nord. Vous savez, vous êtes attaqués, nous venons vous aider, nous sommes attaqués, vous venez nous aider au nord. C'est pourquoi les Coréens sont plus qu'heureux d'envoyer des troupes pour maudire. Ils se battent dans la malédiction parce que c'est définitivement le territoire russe, ce n'est même pas controversé. Mais les libéraux iraniens, ils ont minimisé le libellé. Fondamentalement, je paraphrase, parce que cela fait 6 mois que j'ai lu l'accord selon lequel nous allons combattre ensemble une menace régionale commune, et cela n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Rien n'a été dit là-bas. Ce n'est pas la base sur laquelle vous pouvez construire une politique de défense. C'est essentiellement des sables mouvants. Je veux dire, pire encore, la Russie l'a approuvé, Poutine a signé la Russie, et la Douma russe l'a approuvé tout de suite. Les Iraniens ont signé le second jour du conflit de 12 jours, qui a suivi des événements tragiques comme un assassinat et diverses tentatives de décapitation en un laps de temps rapide. Maintenant que la situation est devenue plus grave, pour la Russie, cette affirmation s'applique également à la Chine, qui suit une trajectoire similaire concernant cette affaire. L'Iran tombe, il est détruit, le gouvernement est remplacé, ou l'Iran est liquidé en tant qu'État en petit pays, c'est une crise existentielle. Un peu moins que l'Ukraine, parce que l'Iran fait partie du mur qui empêche l'Occident d'incendier totalement le Caucase, d'entrer en Asie centrale et d'incendier l'Asie centrale. Vous savez, le Kazakhstan lui-même a une frontière de 3000 kilomètres avec la Russie. Il y a beaucoup de Russes là-bas, représentant environ 1/3 de la population du Kazakhstan. Pour ne citer qu'un exemple, les États-Unis ont tenté de blanchir la révolution en utilisant des djihadistes islamiques dès 21 ans. Alors, j'ai oublié. Donc, oui, la Russie voit le bon signe. Nous ne pouvons pas laisser l'Iran tomber. Les Chinois ne sont pas loin derrière dans ce domaine, car ils voient la même chose. Ils n'ont pas besoin de djihadistes islamiques entraînés et soutenus par la CIA pour courir à travers l'Asie centrale, car cela affecterait l'ouest de la Chine. Ils savent tous très bien qu'il s'agit de l'une des régions de l'initiative chinoise, la ceinture et la route. Parce que l'Amérique n'a absolument rien à offrir civilisationnellement à n'importe quelle autre nation, sauf le statut de vassal, et peut-être obtenir une part du butin de quelqu'un d'autre avant que nous vous pillions vous-même, les Européens. Alors que la Chine et la Russie offrent une idée de civilisation avec des valeurs traditionnelles, votre propre culture, et le développement économique, sans perturber votre société en interne. Vous savez, peu importe le gouvernement que votre peuple soutient ou quel gouvernement est là, c'est votre problème, pas le nôtre. Faisons croître l'économie. C'est ainsi que la Russie et la Chine s'opposent à nous et nous allons vous imposer nos opinions et nos vassaux. Si nécessaire, nous renverserons votre gouvernement. Au fait, quand l'Amérique est allée parce que nous aimons la démocratie libérale. Non, ils ne l'ont pas fait. Ils aiment de la dictature. Les dictateurs sont manipulables. Les tyrans s'achètent facilement. Créer une dictature aux États-Unis pourrait être maquillée en démocratie libérale, mais ce n'est ni une démocratie ni une république. Ils ne se rapprochent même pas d'une monarchie, sauf dans certains cas rares, comme en Iran où ils veulent imposer une figure strictement américaine. Clairement, sous influence américaine, les monarques deviennent nationalistes en revendiquant tout comme leur propriété. Pourquoi s'approprier ce qu'ils ne dirigent pas? Ces régimes, républiques, monarchies, finissent par tout revendiquer pour eux-mêmes.
Pourquoi vous êtes-vous accaparé nos ressources? Une dictature, c'est de garder là-bas quelqu'un qui n'a pas le droit légitime de gouverner parce que comme Zelensky, il est désespéré, il dépend absolument de vous et le peuple ne l'aime pas. Oh, c'est facile à contrôler. Car si nous cessons d'exercer notre contrôle ou d'accepter vos pauses de vin, alors tout s'écroulera. Vous perdrez la vie, votre famille et vos richesses. Donc, ces types de gens sont absolument reconnaissants aux États-Unis. C'est ce que l'Amérique aime absolument, avoir ce genre de personnes au pouvoir. Il fait cela depuis longtemps. Par exemple, ils regardent la Grèce, ils ont renversé le roi grec, ce qu'ils ont mis dans le régime des colonels. Le régime du colonel est un régime anormal, sous le contrôle total des États-Unis, et ils le font déjà dans de nombreux pays, pas forcément seulement au Moyen-Orient. Donc oui, je veux dire, c'est le type de gouvernement qu'ils veulent établir, parce que c'est le type de gouvernement qu'ils peuvent contrôler. Ni la Chine ni la Russie ne veulent faire quelque chose comme cela, ou, vous savez, ils n'ont pas besoin d'un autre Zelensky assis en Iran. C'est définitivement une crise existentielle, car les choses sont assez difficiles en Asie centrale avec une influence américaine limitée. Maintenant, imaginez une autoroute ouverte qui amène les gens que vous voulez, et Jill emmenant des bases américaines partout, les entraînant et ainsi de suite. Vous aimez être en Syrie? Différence avec le Venezuela? Oh, désolé, je voulais juste dire très rapidement ça. Comme vous l'avez dit, une grande préoccupation est-ce que quelles que soient les forces là-bas, le caucus sera ouvert, vous savez, à travers l'Asie centrale, puis peut-être en Russie, puis peut-être au-delà. Je veux dire, je pense que c'est un gros problème. Oui. Vous connaissez les problèmes du Venezuela, ils ne sont pas aussi profonds que la Russie et la Chine. L'Iran possède un arrière profond. Les alliés les plus solides sont la Colombie et le Brésil, mais sont-ils réellement prêts? La Colombie et le Brésil, je ne sais pas à quel point ils sont prêts. Il y a beaucoup de Colombiens qui vont attaquer le fantôme vert. Je ne suis pas sûr de combien le Brésil peut s'inscrire par proxy, mais pour la Russie et la Chine, proxy et le Venezuela, c'est assez difficile. Je veux dire, c'est de l'autre côté du monde. Il y a la marine américaine là-bas. Je veux dire, peu importe que vous soyez venu sur la côte ouest, le Venezuela n'a rien sur la côte ouest. C'est complètement caribéen. Tu ne peux pas. C'est difficile de faire passer quelque chose. Malgré la possibilité d'utiliser des sous-marins clandestins pour infiltrer des équipements, ce n'est pas suffisant pour soutenir un conflit majeur. La situation reste très complexe. En revanche, l'arrière iranien est profond. Tout ce dont il a besoin, du carburant, du pétrole, de l'essence, du diesel, la Russie viendra. La Chine va envoyer des produits électroniques, des systèmes de missiles, et ils vont les apporter. Si vous heurtez un pétrolier russe battant pavillon russe, vous avez déclaré la guerre à la Russie. Pensez-y de cette façon, il se résume à l'essence. Donc, ça rend les choses encore plus difficiles. Encore une fois, je n'ai même pas encore dit ce qui se passerait si le détroit d'Ormuz était fermé et le fermera. Ouais, c'est gros. Faut-il continuer d'en parler? Oui, s'il vous plaît. Je pense qu'il est essentiel de s'en souvenir car cela est étroitement lié à la Russie et à la Chine. Dans ce monde en perpétuel mouvement, l'Iran semble détenir une carte stratégique majeure avec la menace atomique. Cela semble inquiétant. Je veux dire, la Chine a parlé d'inquiétude sur la navigation et tous ses mouvements de serveurs les plus directs, mais cela semble inquiéter davantage les États-Unis. Nous avons même vu Donald Trump presque aimer observer les marchés pétroliers quand il agit contre l'Iran. Mais oui, mais s'il vous plaît, voilà ce que vous en dites. Pour le public américain, êtes-vous prêt à voir les prix de l'essence atteindre entre 8 et 10 $ par gallon, un seuil imposant? Pour votre public européen, souhaitez-vous ne pas avoir d'essence? À tout prix. Bienvenue à la vie dans le détroit d'Ormuz. Regardez, 38% du pétrole, de 35 à 38% sur les marchés d'exportation mondiaux passe par le détroit d'Ormuz. Peu importe qu'une partie de ce pétrole soit iranienne, et bien sûr la plupart proviennent des différents royaumes et républiques du Golfe Persique. Ils traversent tous le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz est étroit. Ils ne sont pas si profonds. Ils sont surveillés par des chaînes de montagnes remplies de grottes naturelles et artificielles qui peuvent contenir des terres pour transporter des missiles. C'est 1, 2. Vous pouvez les exploiter. 3. Vous pouvez saboter les navires. Vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne essayer de couler leur bateau. Prenez juste un tas de yachts ou un tas de harbord, les couler de haut en bas dans le détroit d'Ormuz et devinez quoi? Rien ne peut passer. Voilà. Vous avez fermé. Disons que nous allons accélérer avec des perspectives qui pourraient atteindre jusqu'à 200 $ le baril, bien que cela ne soit pas certain pour des montants comme 300 ou 350 $. Mais ce n'est pas un gros problème. Ça n'est pas seulement une question de coût aux États-Unis, mais aussi un grave déficit d'approvisionnement.
La relation entre l'offre et la demande sur le marché pétrolier est très délicate. L'offre est parfois un peu plus élevée et la demande aussi. Cela dépend également du cycle économique. En cas de récession mondiale, la baisse de la demande pourrait forcer une limitation sévère des quantités de production. Mais pendant 30 ans, 35 à 30% du pétrole passe, peu importe la quantité qu'il pompe, et il passe par le détroit d'Ormuz, qui est fermé. Ça ne va nulle part. Voilà le problème. Oui, les États-Unis peuvent plus ou moins fournir leur propre pétrole. Bien qu'étant encore importateur, il peut toujours produire son propre pétrole, même en tenant compte des États-Unis. La production de pompes à huile a diminué régulièrement au cours des 3 dernières années et semble continuer à diminuer. Mais au-delà de cela, le problème est que même si les États-Unis ont assez de pétrole et que la fonction du marché est une fonction du marché, le prix du pétrole deviendra très cher. Donc l'essence est là, sinon le pétrole deviendrait très cher. Maintenant, le gouvernement américain peut intervenir soit en nationalisant les compagnies pétrolières, soit en imposant des limites imposées sur leurs coûts. Oui, donc les États-Unis seront frappés, mais probablement pas fatals. Mais il y a un autre problème. Les Européens sont foutus. L'un est foutu, l'autre est foutu. Parce que c'est la réalité. Vous retirez 36% du pétrole mondial du marché. Malgré tous les coûts possibles, la planète ne dispose actuellement pas d'assez de pétrole pour répondre à ses besoins croissants. Vous commencez à épuiser vos réserves. Et si ce conflit ou cette fermeture devenait plus grave en quelques mois, vous commencez vraiment à épuiser vos réserves et probablement, selon le pays, ils n'ont peut-être pas de réserves ou de réserves suffisantes. Maintenant, tu n'as plus d'huile. Cela ne se passe pas seulement en Europe, mais cela peut se répercuter dans d'autres pays. Maintenant que la Russie peut fournir, évidemment, la Russie peut fournir l'Inde et la Chine, il y a d'autres pays qui pompent encore de l'eau qui peut approvisionner l'Asie du Sud-Est, certains internes, d'autres externes, etc. Il y aura donc des pays qui posséderont du pétrole, mais l'UE est absolument foutue. C'est un mauvais cadeau. Parce que pourquoi? Parce qu'ils ont coupé tous les contacts avec la Russie, parce qu'ils ont obtenu beaucoup de GNL. Au fait, ils prévoient maintenant de couper tout le GNL russe. Ils ont du gaz naturel liquéfié américain, mais leur deuxième fournisseur est le gaz naturel liquéfié qatari. Ce n'est pas un gazoduc. Évidemment, il traverse le même détroit d'Ormuz et nous sommes revenus au même problème. Vous verrez probablement un effondrement total de l'Union européenne dans cette initiative parce qu'ils auront un effondrement économique. Je veux dire, les prix vont monter en flèche. Cela conduira-t-il à un effondrement de la société? Très probablement, au moins dans certains de ces pays. Absolument. La Russie va-t-elle courir pour les sauver? Je parie que pas maintenant. À ce stade précis, il est peut-être sage de considérer un proverbe russe pertinent. Prends garde au trou que tu creuses, tu pourrais y tomber toi-même. Une mise en garde qui résonne avec la complexité des enjeux actuels. L'Union européenne doit donc être foutue, complètement foutue. Les États-Unis vont souffrir. Un prix du pétrole trop élevé n'est pas non plus dans l'intérêt de la Russie, car cela entraînerait une récession mondiale. Il va frapper la Russie. De toute évidence, il va frapper la Chine. Donc, ce n'est pas très bon. Mais si les États-Unis le font, les États-Unis seront complètement foirés. Vous savez, Trump va devoir envoyer des troupes dans chaque ville pour annuler les élections. Parce que si cela arrive, les élections maires seront un massacre de masse pour les républicains, parce que l'économie américaine sera frappée dans votre direction. L'Union européenne va mourir dans l'eau et des élections sont à venir. Alors oui, tu veux jouer à ce jeu? Cependant, les néoconservateurs et néolibéraux, ils souhaitent participer à ce jeu en nous ayant offert des situations telles que celles en Irak, Syrie, Somalie, Yougoslavie, le tout accompagné par de nombreux échecs. L'un d'entre eux est-il déjà allé en prison? Au cours des 40 dernières années, un seul général américain a-t-il été licencié? Non, ils ont échoué vers le haut. Ils sont devenus plus célèbres et plus riches, alors pourquoi ne pas en avoir un autre? C'est le problème. Voilà l'essentiel de la question. Oui. Scott mentionnait que nous approchions de la fin de notre rencontre, alors je voulais te poser une ultime interrogation avant de conclure. J'ai beaucoup réfléchi sur 2 aspects différents. Vous savez, comme vous l'avez dit, nous avons les États-Unis, vous savez, les institutions qui sont très heureux de faire des choses très stupides pour poursuivre ses intérêts, surtout quand il s'agit d'un changement de régime en Iran. Mais même si nous le voyons, je veux toujours le remonter. Nous voyons que c'est la guerre sur les rochers et c'est très notoire, comme vous le savez peut-être déjà, les institutions néoconservatrices, les médias et parler, vous savez, récemment, Poutine Chine a appelé Poutine pour parler de la façon dont la Russie revient au navire vassal. Mais ce n'est pas la chose la plus intéressante. Cela a été écrit par un officier australien.
D'ailleurs, l'officier militaire américain a déclaré que ce qui est vraiment dangereux pour les États-Unis maintenant, pour l'administration Trump, c'est toute forme de couverture avec la Russie et la Chine, car le problème clé est que ce n'est pas possible à moins qu'un régime approprié ne vienne dans une Russie dont les intérêts sont alignés. Il est clair que jusqu'à aujourd'hui, malgré ce qui s'est passé et ce qui se passe en Ukraine, il existe encore des illusions de changement de régime en Russie, sans parler de l'Iran. Je voudrais entendre vos commentaires sur beaucoup de gens qui regardent cette émission et qui n'arrêtent pas de mentionner comment les États-Unis ont mené une campagne de bombardement blitzkrieg absolu contre le Yémen en mars 2025 et répondre que la réaction d'Allah a fait tomber 1 ou 2 avions Super Hornet dans la mer en raison de manœuvres intenses de missiles Ansar al-Houthi. Donc, beaucoup de gens se demandent, est-ce vraiment que tout ce rugissement ne conduit qu'à toutes sortes de catastrophes? Vous avez mentionné les questions économiques et maintenant peut-être même les questions militaires, parce que nous avons vu les hauts niveaux de la direction américaine et ce que cela reflète réellement. Quelle est votre idée finale à ce sujet? S'il y avait 2 périodes où la Russie était vassale, c'était l'Empire mongol, et plus tard commença la guerre mongole, la guerre d'or, l'Empire occidental, c'est presque ça. Ainsi, elle s'est terminée à la fin du 15e siècle et n'a duré qu'environ 200 ans. Puis nous les vaincrons tous. Tirer des leçons. Puis il y a eu les années 90, je dirais probablement les années 90 sous Eltsine. Mais pour les États-Unis, le problème avec la Russie et la Chine est que, d'abord, le pire scénario pour les États-Unis est une relation étroite avec la Russie et la Chine. Alors, que font les États-Unis? Tout est fait pour faire en sorte que cela arrive. C'est comme si tu avais une plaque sur ton bureau. Les coups dureront jusqu'à ce que le moral soit meilleur. Ici, c'est pareil. On vous battra et ni l'un ni l'autre n'aura le courage d'être ami avec l'autre. Vous devez être ennemis. C'est pour cette raison qu'on vous traite en adversaire dans notre stratégie. L'Amérique est tellement retardée que les animaux du Congrès et beaucoup de ces hauts fonctionnaires militaires qui ne sont pas exactement ce qu'ils ont été choisis, non pas pour leur puissance cérébrale, ils ont été choisis pour leurs bons mots et leurs spéculations de cul. En d'autres termes, ils sont des retards complets qui vivent dans leur propre petit enfer. C'est un autre problème. Les gens ont tendance à projeter leurs propres valeurs sur les autres. Et c'est la projection précise des valeurs américaines. Les États-Unis n'ont pas d'alliés. L'Amérique n'a pas d'amis. Les États-Unis classent tout pays comme vassal adversaire ou futur vassal. Voilà. La Grande-Bretagne de l'Allemagne, tous ces pays ne sont pas des alliés des États-Unis. Elles sont énormes. Ils étaient convaincus qu'ils étaient appelés alliés, mais la moitié d'entre eux étaient occupés par les troupes américaines. Ils sont tous des vassaux. Ils étaient, vous savez, ils étaient essentiellement des petits sultanats sous le grand sultan. Et c'est ce que nous avons vu là-bas. Donc, les États-Unis ne peuvent pas les comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre les BRICS. Ils ne peuvent pas comprendre 2 relations égales entre la Russie et la Chine, même si, la Chine a une plus grande base manufacturière et la Russie a une plus grande base scientifique et une base militaire. Ils le sont aussi, et en passant, la Russie est aussi une énorme base manufacturière, quelque chose que les États-Unis ne peuvent toujours pas stéréotyper. C'est de la connaissance des stéréotypes, c'est de la connaissance des stéréotypes. Ils n'arrivent pas à comprendre cela, malheureusement. Sinon, cela rendrait le monde beaucoup plus stable et sûr. Alors, ils continuent constamment ce jeu. Une autre raison, visible tous les quelques mois dans divers articles, prétend que la Russie est devenue un vassal de la Chine, manipulant le nationalisme russe et l'humour patriotique pour dire qu'ils doivent éviter toute relation de dépendance et résister à la Chine, suggérant aussi qu'ils devraient avoir un conflit avec la Chine plutôt que de devenir soumis dans cette dynamique imposée. Personne n'y croit. Peut-être que certaines personnes extrêmement marginalisées pourraient acheter cela, mais en fait, personne en Russie ne l'achète. Mais ils vous disent, oh oui, ils sont des vassaux de la Chine et ils ont joué le même jeu que les Chinois. Oh, vous êtes un vassal soviétique ou russe, et ainsi de suite. Cela ressemble à une immaturité évidente, comme des enfants de 3e année essayant maladroitement de diviser pour mieux régner. Quiconque connaît l'histoire des États-Unis comprend, dans une certaine mesure, le fonctionnement des États-Unis. Croyez-moi, la Chine et la Russie le voient maintenant, qu'ils le veuillent ou non, ils l'ont démontré pleinement au cours des dernières années. Ils ne se laisseront pas tomber. Donc oui, les États-Unis le diront. Mais encore une fois, les États-Unis projettent leur propre psychologie sur d'autres pays. C'est pourquoi l'Amérique n'a jamais pu comprendre les BRICS. Il ne peut pas se cacher derrière Brooks parce que je ne comprends pas Brooks. Il n'y a pas de seigneur ici.
Attendez une minute, je ne vous ferai pas vassal, je ne vous pillerai pas. Je ne te laisserai pas faire ce que je veux. On échange et on s'en débarrasse. Enrichir nos agriculteurs pendant que nous échangeons les petits gens. Et en tirer quelque chose aussi. Wow, ce n'est pas la bonne façon de le faire. Vous ne savez pas comment se soulever. Vous êtes tous une sorte de barbares, vous savez, vous voulez aussi aider votre propre peuple et améliorer les infrastructures. D'accord, mais pour qu'on puisse le bombarder plus tard. Oh, non, même pas le bombarder. Mon Dieu, es-tu communiste? C'est l'alpha et l'oméga de tout l'état d'esprit. Donc, ils ne comprennent pas les briques. Ils sont toujours eux, ils sont même quand ils font partie de ce que Marco Rubio parle d'un monde multipolaire, nous devons reconnaître qu'ils ne le sont pas. Ils ne réalisent pas ce qu'ils disent parce qu'ils ne peuvent pas le reconnaître psychologiquement. Ils ne peuvent psychologiquement pas mettre leur clou carré dans ce trou rond. C'est tout simplement inapproprié. Ils ne transformeront pas leur clou carré en clou rond parce que cela entraînerait une crise psychologique existentielle. Maintenant, je ne dis pas que tous les Américains sont comme ça, mais que les élites américaines sont comme ça. Cela nécessite, je ne sais pas ce qu'il faut pour un effondrement complet aux États-Unis. Espérer que quelqu'un remplace l'élite, quelqu'un en ligne, ou comme McGregor, vous savez ce qu'il faut. Mais des gens comme ça. Mais les élites sont là et qu'elles ne changeront pas. C'est le problème. Les États-Unis ne peuvent pas s'adapter aux nouvelles réalités du monde. Je veux dire, il semble que nous soyons actuellement à une étape où l'hégémonie américaine fait face à 3 défis essentiels. Ceux qui contribuent à bâtir de nouvelles alternatives contraires aux principes dominants que les États-Unis imposent dans le monde. Ces alternatives illustrent parfaitement la façon dont la Russie, la Chine et l'Iran proposent une politique totalement distincte et un traitement différencié des autres nations. Le problème semble maintenant être que ces pays, ils peuvent se défendre, ils peuvent riposter, ils ne peuvent pas être facilement détruits. Sinon, il serait impossible de les détruire selon les moyens laissés par l'Empire américain. Même si je pense que beaucoup de gens aux États-Unis et en Occident ont des craintes, même ceux qui ont regardé cette émission croient que les dégâts que les États-Unis pourraient causer sont suffisants pour inverser la situation. Vous savez, même si nous n'avons pas la boule de cristal, il semble que tout ce qui se passe en Iran, tout ce qui se passe en Russie et bien sûr en Chine. Je veux dire, il fait vraiment froid en Chine en ce moment. J'aime m'occuper des augmentations de salaire. C'est comme ça qu'ils sont. Ils estiment qu'il est impossible pour les États-Unis d'entrer dans une confrontation avec la Chine à court terme, d'autant plus qu'ils ont des liens avec d'autres endroits. C'est vraiment un plan extraordinaire et bien pensé. Nous vous laisserons avoir toutes les dernières pensées avant de poster le super chat pour les remercier. Mais avant de partir, voulez-vous dire quelque chose? Chaque nation, en particulier les grandes, doit forcément développer une identité forte basée sur une idée centrale. Quelle est votre idée d'un pays civilisé? Comme je l'ai dit, la Russie et la Chine. La Russie en Chine. Trop conservateur religieux, conservateur culturel, national et prospère. Prospérité économique, y compris pour les petits gens. Sans la prospérité économique, vous n'aurez jamais de prospérité. Quelle est l'idée de civilisation de l'UE? Despotisme, il est extrêmement autoritaire. La dictature écrase les agriculteurs et leur fait faire ce que vous voulez pour votre agenda vert. Je ne sais pas. Je veux dire, c'est difficile à croire. Je veux dire, ils intériorisent tous les libéraux éveillés, les ultra-libéraux. Ouais, idiot. Nous avons observé cela exploser jusqu'à une centrale nucléaire. L'énergie verte, bien qu'idéaliste, revient à un coût 10 fois plus cher. Votre petit homme pourrait ainsi brûler ce qu'il souhaite. Et nous ne vous laisserons pas faire ça non plus. Non, parce qu'en Allemagne, vous ne pouvez même plus brûler du bois. Dans beaucoup d'endroits, ils ont vraiment pris votre salle de poêle à bois. Mourir de faim et mourir de froid. Quelle est l'idée de civilisation américaine? Il y avait une grande idée. On l'appelle le rêve américain. C'est vraiment une bonne idée. C'est un bon argument de vente. Le rêve américain est le mort. Je veux dire, t'es comme George Carlin a dit, ça doit être un rêve parce que tu dois dormir pour y croire. C'était dans les années 90 et qu'il mourait rapidement. Mais dans les années 2000, elle était morte. Les millennials et les générations Z, ceux qu'on peut observer aujourd'hui, font face à un avenir pratiquement inexistant. Ils ne peuvent pas se permettre une maison, des enfants, rien. C'était une idée morte. Donc les États-Unis n'ont pas une idée de civilisation. Que peut-elle offrir aux autres pays pour faire partie de sa sphère d'influence? Nous vous violerons et vous pillerons, ou nous vous violerons et vous pillerons plus tard. Tu sais, on va ralentir. On a fait ça vite, tu sais. Voilà. Donc, l'Occident n'a pas de pensée, et si vous n'avez pas une bonne pensée civilisée, vous n'aurez pas une bonne civilisation. Prenons comme illustration le cas de l'Ukraine. Qu'est-ce que l'idée de civilisation ukrainienne?
Nous sommes anti-russes et nous détestons tout le monde autour de nous. On ne peut pas construire un État sur cette base. On a été témoin de l'idéologie nazie autoritaire et corrompue ayant pris racine en Ukraine. C'est une idéologie impasse, un État impasse de non-entité. Je veux dire, vous ouvrez la porte demain et peu importe ce qui reste dans la population, la plupart d'entre eux s'enfuiront et ne reviendront jamais parce qu'ils n'ont aucune idée de la civilisation. Il faut avoir l'idée de la civilisation, surtout pour un grand pays. Donc oui, ce sont les dernières pensées. À moins que l'Amérique ne redécouvre une idée rationnelle de civilisation, oui, d'accord. Au revoir l'Amérique. Je veux dire, cela devrait être réaliste. Oui. Stas, c'est tellement bon d'être avec toi. Nous allons sortir ensemble. Je veux que tout le monde s'assure vous savez tous que vous allez à la description vidéo et suivez Stas sur X et sur sa chaîne YouTube. Retrouvez les 2 liens mentionnés dans la vidéo. Il y a aussi des endroits dans la description de la vidéo où vous pouvez soutenir ce canal, Patreon, Sub, Second, etc. Mais surtout, pour que plus de gens puissent entendre Stas dans ce spectacle et voir toutes ces choses, j'ai appuyé sur le bouton « J'aime ». C'est gratuit et cela nous aidera à continuer à transporter la vidéo une fois que nous aurons fini ici. Je suis sûr que je reviendrai demain avec nos amis communs Larry Johnson et le colonel Lawrence Wilkerson. Ces messieurs, pouvez-vous me rejoindre demain à 14h30, heure de l'Est? En attendant, tout le monde, je voudrais vous souhaiter un bon repos jeudi ou vendredi tôt le matin, qui est actuellement le stock. C'est pour ça qu'on sort d'ici. Prends soin de toi, bonne nuit et à demain. Tout le meilleur, Dieu le bénisse. Dans le bruit des écrans, les ombres font la loi. Des titres qui s'allument puis s'éteignent sans voix. On lit entre les lignes, on suit le fil discret. Les mots qu'on n'a pas dit, les gestes qu'on promet. La nuit porte des preuves, des signes à moitié. Un chiffre, une image, un regard détourné. Si tout semble clair, c'est peut-être un décor. Nous on cherche la faille et la vérité dehors. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit. Des promesses en coulisses, des mains sous la table, des versions officielles, trop lisses, trop hables. On compte les secondes, on suit les trajectoires. Les cartes se déplacent et changent d'histoire. Un port, un ciel chargé, un message chiffré. Des alliances qui craquent, des pactes déchirés. Si l'info te traverse comme un courant sans fin, ici on la ralentit pour voir ce qu'elle peint. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit. On ne vend pas des peurs, on cherche des repères. On sépare le bruit des faits, la scène du mystère. Chaque phrase a son prix, chaque silence un poids. Mais la vérité respire quand on tient le cap droit. Regarde bien la trame, derrière le spectacle. Les détails sont des clés et les angles des actes. Si tu veux comprendre au lieu de simplement croire, reste avec nous, on remonte le miroir. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit.